Alors je voudrais qu'on commence en fait tout de suite par Christophe Vattier. On va un peu changer ce qui était prévu. Christophe Vattier, bonjour. Bubbles. Et vous avez quelque chose à nous montrer. Alors pour les gens qui ont la chance d'être ici, on va vous présenter les petites boîtes sur la droite là-bas. Qu'est-ce que c'est qui portent bien leur nom. D'ailleurs, c'est des Bubbles. C'est quoi, Christophe? Les Bubbles. Donc là, on a deux grands types de Bubbles. Donc juste peut-être en 30 secondes me présenter. Donc moi, c'est Christophe Vattier et il y a un peu moins d'un an, on a monté une start-up dont l'objet est extrêmement simple. C'est de répondre à un mal du siècle. D'ailleurs, les Anglais lui ont donné un nom. C'est le Low Battery Syndrome. C'est en fait quand vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone et que vous n'êtes pas soit chez vous, soit dans votre bureau, parce qu'en général, là, vous pouvez recharger. Et ben, en général, il y a beaucoup d'anxiété parce qu'on fait tout maintenant avec son téléphone et on fera encore plus de choses demain. Donc ça devient extrêmement critique de pouvoir avoir toujours son téléphone qui fonctionne. Or, quand vous êtes dans Paris, si ça vous est déjà arrivé, et je parie que c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre vous, à part rentrer dans des bars ou des magasins et demander est-ce que je pourrais recharger s'il vous plaît, est-ce que vous auriez une batterie pour mon téléphone, et en général 9 fois sur 10 on vous dit non, merci de sortir, vous n'avez pas beaucoup de solutions. Donc nous on a décidé de mettre en place une infrastructure d'objets connectés, les Bubbles. Donc vous en avez les deux types de Bubbles. La grosse qui est là, c'est une Bubble qu'on va mettre dans principalement les magasins. L'idée, c'est que donc elle s'ouvre, vous mettez votre téléphone à l'intérieur, vous tapez un code et votre Bubble est cocoonée, prise en charge pendant qu'elle recharge. Et vous pouvez vous balader dans le magasin. Le but du jeu, c'est que vous ne restiez pas à côté, parce que ça va être mis dans des lieux où justement vous n'êtes pas à côté. Et puis la petite, elle a plutôt vocation à être mise dans des salles d'attente, dans des cafés, en fait dans des lieux où vous ne bougez pas. Et donc du coup, on n'a pas besoin de sécuriser le téléphone. Le téléphone sera à l'extérieur. Et là, par contre, il sera toujours à côté de vous. Donc ça va permettre à n'importe quel moment de trouver un lieu. En fait, l'idée, c'est qu'à n'importe quel moment, quand vous en avez besoin dans Paris, vous trouvez un lieu où vous pouvez charger votre téléphone. Alors combien de Bubbles vous allez déployer dans Paris, Christophe? Là, l'idée, c'est de déployer 10 000 Bubbles d'ici la fin de l'année. Donc les 1000 premières vont être déployées en mai, principalement dans le 8e arrondissement et dans des bars et des magasins un peu à la mode. Donc on va mettre un côté assez trendy à la Bubble. Et ensuite, à partir de l'été, on va diffuser de manière plus massive sur Paris l'ensemble des Bubbles, le tout couplé à une application smartphone. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir une application pour utiliser les Bubbles. Par contre, quand vous n'avez plus de batterie, en général, vous n'allez pas chercher dans les magasins savoir s'ils ont une Bubble ou pas. Donc là, l'idée, c'est qu'on a une application comme Autolib, vraiment pour ceux qui connaissent. Dès que vous avez besoin, vous voyez toutes les Bubbles autour de vous et vous pouvez même la réserver. Donc quand elle est réservée, elle passe de vert, elle passe en bleu. Et donc pendant 15 minutes, cette Bubble ne s'ouvrira que pour vous. Donc là, vous êtes sûr de trouver de l'énergie dans le bar ou le magasin dans lequel vous avez sélectionné la Bubble. Ça, c'est l'idée de base. Mettre en place une infrastructure, sachant que derrière, on veut le mettre... ça n'existe nulle part dans le monde. Et le problème est mondial. Donc là, du coup, l'idée, c'est de se déployer très très vite à Londres, New York, Shanghai. Enfin, on a déjà quelques contacts pour se déployer là-bas. Alors c'est qu'un prétexte, en fait, cette bubble-là de recharge. Pour vous, c'est en fait, vous créez un nouveau canal de communication avec les clients. Exactement, parce que ce qui est très bien, c'est que une fois que vous venez recharger votre bubble, vous allez être présent dans le lieu pendant 15 à 20 minutes. Donc déjà, pour ceux qui ont le lieu, c'est très intéressant, parce que si vous allez dans un café, a priori, vous allez au moins prendre un café, sans doute plus. Et si vous allez dans un magasin, ça donne l'occasion aux vendeurs de vous parler, de vous montrer des choses, et donc de vous inciter à acheter. Mais du coup, nous, on a mis d'autres dispositifs pour aider les lieux à communiquer ou à vendre plus. Donc là, par exemple, on peut faire du couponing à la volée, soit sur notre appli, soit sur l'écran de cette bubble. Donc vous rentrez dans un magasin pour charger, je sais pas, un magasin Nicolas, vous allez le mettre dans la bubble, et là, je vais vous proposer pendant le temps de votre recharge 10% sur tout le magasin. Moi, à chaque fois que j'ai chargé dans un magasin Nicolas, je suis reparti avec des bouteilles. Donc on se dit que si en plus on donne un avantage aux gens au moment où ils sont en train de recharger, ça sera un gros plus pour eux. Mais derrière, il y a plein d'autres services qu'on va pouvoir faire, parce que, et pour un peu donner la tendance, aujourd'hui tous les mastodontes de l'Internet vont vers le physique. Parce qu'aujourd'hui c'est le nouveau Graal. À un moment, il y a les arbres montant pas jusqu'au ciel. Le pur Internet, quand tout le monde sera connecté, ça n'ira pas plus loin.
Or, aujourd'hui, tout le monde va vers le physique. Sauf que pour aller vers le physique, on a tous les grands ont besoin d'une infrastructure d'objets connectés qui va faire le pont entre le monde physique et le monde digital. Et l'idée avec les Bubbles, c'est de mettre en place ces infrastructures avec une première killer app qui est la recharge, mais qui est une sorte de prétexte qui nous permet ensuite de mettre plein d'autres services en place. Voilà. Et on travaille déjà avec un certain nombre de grands groupes sur certains services qu'on mettra en place soit aujourd'hui, soit demain, dans une nouvelle version de la Bubble. Voilà. Très bien. Alors, des grands groupes, l'assurance, la banque, vous m'aviez dit? Alors, l'assurance, la banque, oui, tout à fait, ça nous intéresse beaucoup, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. Pousser des produits au moment de l'acte d'achat, ou dans certains lieux où c'est propice de pousser ces produits. C'est aussi offrir des services dans le domaine de l'e-santé. Demain, avec votre bracelet connecté, vous le rechargerez aussi. Puis si vous le rechargez, moi, je vous donnerai des conseils, surtout si vous êtes dans certains lieux qui m'intéressent, comme les salles d'attente de médecins ou les pharmaciens. Enfin, voilà, y a un nombre de choses qui sont quasi illimitées qu'on peut faire avec ça. Et donc, vraiment, l'idée, c'est d'abord de construire l'infrastructure. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure d'objets connectés indoor, nulle part dans le monde. Donc, que ce soit pour recharger, mais que ce soit pour faire le reste. Donc, la recharge étant un parfait prétexte, et on a 5 à 10 ans devant nous avant que nous n'ayons plus besoin de recharger, soit parce qu'on rechargera en 30 secondes, soit parce que les batteries tiendront 15 jours. Ça, on a encore quelques années devant nous, on est peinard, vous allez avoir besoin de recharger souvent. En plus, là, en ce moment, avec tout ce qui est e-beacon, bien sûr, les Bubbles sont e-beacon, donc on peut faire pas mal de choses. Le côté e-beacon, ce qui est très intéressant avec les téléphones, enfin, de notre point de vue, sans doute pas de celui de l'utilisateur moyen, c'est que quand vous êtes connecté Bluetooth, vous pompez votre batterie beaucoup plus vite. Donc vous aurez encore plus besoin de recharger votre téléphone. Donc encore plus besoin d'utiliser des Bubbles. Très bien, on achète alors. Écoutez, alors on est en train de finaliser notre levée de fonds, donc s'il y a des investisseurs, voilà. Très bien. Céline, vous voyez ça, est-ce que ça vous intéresse, vous, pour les boutiques Guy de Graine? Écoutez, j'ai déjà pris la carte de visite de monsieur. Oui, ça, il faut aller plus loin. Est-ce qu'un essai, peut-être, faire une tentative? Parce que vous êtes, si on commence comme ça, c'est parce que vous testez beaucoup de choses, Guy de Graine, et vous-même, personnellement, vous êtes très impliqué dans la recherche de ces startups qui amènent l'innovation digitale. Alors, chez Guy de Graine, on aime énormément les startups, effectivement. Donc, il y a un énorme travail de veille qui est effectué. Donc moi j'assiste à beaucoup de conférences, je vais à beaucoup d'entrevues de rendez-vous avec des startups. C'est vrai que je suis comme beaucoup de professionnels du e-commerce très sollicités par téléphone, par mail. Donc c'est vrai que je fais l'effort, alors pas de rencontrer tout le monde, c'est pas possible, je ferai que ça. En revanche, en fonction du thème qui est développé ou de l'application ou de l'innovation qui est développée par la start-up, effectivement, je vais ou non les rencontrer. Certaines start-up, je les suis. Je suis effectivement leur évolution. Alors, vous avez travaillé avec qui donc récemment? Parce que vous avez décrit dans le digital pas mal de startups retenues. On a commencé donc à travailler avec les startups il y a un peu moins de 2 ans. On a commencé avec une startup qui s'appelle SoClose, qui fait de la e-réservation, qui avait déjà un module de e-réservation connecté sur son propre site soclose.com, mais qui n'avait pas de module sur les sites des marques. Donc on a été la première marque à mettre ce module. E-réservation, de e-réservation, voilà. Donc on a pris un risque, on leur a fait confiance et effectivement ça a très bien marché. Et aujourd'hui ils ont une trentaine de marques qui ont ce module de réservation. On a également mis en place fin d'année dernière en boutique et on va le mettre sur internet la livraison en moins de 2 heures. Donc on passe par une société une start-up qui s'appelle Colliweb. Donc si vous êtes éligible dans un rayon de moins de 20 km d'une boutique qui a le stock du produit que vous souhaitez acquérir, dans ce cas-là, vous serez livré en moins de 2 heures chez vous, à votre domicile. Encore une start-up, très bien. Encore une start-up. On travaille également avec une start-up qui s'appelle Advalo, qu'on est en train de développer. Donc Advalo, ce qu'ils font, c'est qu'ils repèrent le parcours du client sur votre site internet et ils vous permettent d'adresser le bon message au bon moment au client pour effectivement pouvoir concrétiser la vente sur le site, que ce soit par le canal SMS, email ou push online. On travaille également avec TapValue, qui est une start-up qui fait du multi-device en RTB, mais également qui a développé un
on va dire, un outil en point de vente qui permet de traquer le trafic en magasin. Alors là aussi, il y a du Bluetooth, ça, on mesure Alors, il y a un beacon, mais effectivement, le beacon doit être relié à une application. Nous, on n'a pas encore l'application, donc on n'a pas pu le tester. En revanche, grâce au Bluetooth, effectivement, on peut repérer le trafic du client, enfin le trafic des clients en magasin, et pouvoir adapter, par exemple, le nombre de personnes, de vendeurs en magasin au bon moment, en période de rush. Donc pour le pilotage des équipes en magasin, c'est un gros plus. Donc ça, on est en train de le tester. C'est pas encore abouti, mais clairement, on est pilote. Vos conseils pour travailler avec toutes ces startups, parce que vous en avez quand même donc vu beaucoup, rencontré beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut, les 3 règles de base pour travailler avec des startups? Alors, il faut déjà avoir un peu de temps. Parce que du temps. Ça prend du temps d'avoir des échanges avec les startups. Des fois, les startups proposent un produit qui n'est pas forcément adapté à 100% aux besoins des annonceurs. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on arrive un peu à les réorienter. C'est pour ça, quand on est pilote avec une startup, on est marque pilote, ils attendent de nous, effectivement, qu'on puisse leur donner notre retour d'expérience par rapport à nos métiers et notre catégorie de produits. L'échange d'expérience. L'échange d'expérience et également être assez conciliant parce qu'évidemment, ça ne marche pas forcément du premier coup. Et leur contractualisation, il faut être sérieux de ce côté-là? Oui, alors il faut toujours être sérieux, sachant qu'il y a souvent des échanges de données dans ce genre de partenariat, donc au minimum un contrat de confidentialité et effectivement un contrat avec des jalons. Vous allez continuer à travailler comme vous l'avez fait donc avec ces premières startups? Vous en avez cité 4, il y en a certaines avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui, c'est encore confidentiel, vous n'allez pas le dire. Oui. Est-ce que jusqu'à présent, c'est un sans faute pour vous? Vous avez toujours eu des bons résultats grâce à ces startups? Est-ce que c'est la chance ou comment? Je ne sais pas dire. Je pense que la prise de risque, elle a été modérée. Maintenant, voilà, pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait des choix qui étaient peut-être qui étaient modérés. En revanche, sur certaines technologies, peut-être que je prendrais plus de risques. Et dans ce cas-là, le résultat peut être. D'accord. Vous avez une idée en tête sur les risques potentiels et à quelle technologie pourriez-vous penser, par exemple? Les risques potentiels, c'est dès qu'on fait un investissement, effectivement, en termes d'argent, si ça ne fonctionne pas, on peut perdre beaucoup. Voilà, pour moi, le risque, il est là. Le risque, il peut également être en termes de déception client. Si ça impacte le parcours du client. Mais bon, le risque pour moi doit toujours être maîtrisé. Ça c'est clair, en fonction de ses moyens, en fonction de ses clients, en fonction de ce qu'on souhaite et ses objectifs. Très bien. Merci beaucoup. Donc là, vous les accompagnez, vous les rémunérez quand ils vous apportent de la valeur, ces startups? Oui. On va voir on a vu Christophe Vattier, on va passer le micro. Je vais vous emprunter le micro, je suis désolé. Ah, vous en avez un. Stéphane Savouré, Coulicard, autre start-up. Donc on avait avec nous Christophe Savatier. Christophe Vattier, excusez-moi. Pour Bubbles. Christophe Savouré, c'est un deuxième Christophe. Oula, je suis perdu. Moi. Stéphane Savouré pour la partie Coulicard. Alors Coulicard, c'est le commerce collaboratif. C'est on ne va plus acheter un véhicule, on va le partager, on va même le louer entre particuliers. Mais tout ça se fait avec de la technologie. On a vu les Bubbles. Vous avez aussi votre technologie développée. Et vous avez réussi à faire quelque chose que font très rarement les startups. Vous avez fait rentrer l'annonceur dans votre capital. La Maïf, en l'occurrence. Pas l'annonceur, mais l'assureur. L'assureur. Voilà, c'est ça. Donc Coulicard, on est un site de location de voitures entre particuliers, avec une spécificité sur ce marché émergent, c'est qu'on installe dans les voitures un dispositif électronique, une box, qui permet d'éliminer toutes les contraintes de la location entre particuliers. Alors ça veut dire qu'il n'y a plus nécessité de rencontrer la personne pour échanger des clés, il n'y a plus la nécessité de signer un contrat, il n'y a plus la nécessité de faire un état des lieux. Donc on élimine l'ensemble des contraintes, ce qui fait que les véhicules deviennent littéralement en libre service et à la disposition des voisins qui peuvent l'emprunter, la partager ou la louer pour des durées qui peuvent être de 20 minutes, d'1 heure, de 2 heures ou de quelques jours. Donc voilà, on est très spécifique sur ce marché. Il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui, on est les seuls ou quasiment les seuls à proposer un service avec technologie.
Donc, il s'adresse essentiellement à des propriétaires privés et à leurs voisins. Et depuis peu, on installe également des véhicules de professionnels qui ont des flottes de véhicules disponibles dans des villes. Et typiquement, un professionnel dans une ville a des voitures qui sont utilisées 4 heures par jour. Donc, on leur donne la possibilité, 20 heures par jour, de partager leurs véhicules et donc de les rentabiliser auprès d'une communauté de confiance. Puisque, et c'est l'autre aspect de Coulicard, pour être chez Coulicard, il faut en gros montrer patte blanche. Alors combien de membres aujourd'hui chez Coulicard? Alors on a débuté, on est sorti de l'ombre, si je puis dire, après nos phases de R&D en septembre dernier. On a annoncé donc une grosse levée de fonds avec notre assureur qui est la Maïf. 2,6 millions d'euros. 2,8 millions, dont 2,6 par la Maïf, effectivement. Et donc on est sorti de l'ombre à ce moment-là. On s'est lancé sur un certain nombre de villes, une dizaine en France. Et depuis, on a aujourd'hui, je crois que cette semaine, on a passé la barre des 5000 inscrits. Donc il y a beaucoup de demandes. Clairement, si on ouvre les robinets, on pense qu'on va atteindre les 10 000, voire les 100 000 inscriptions. Il y a clairement de la demande. Il faut aller doucement parce que l'enjeu d'un projet comme celui-ci, c'est que l'offre rencontre la demande au bon endroit, au bon moment. Donc il faut y aller de façon progressive. Donc on a fait le choix aujourd'hui d'y aller sur certaines villes, de se concentrer sur certaines villes. On est très présent sur la ville de Bordeaux. On a fait beaucoup de tests, très concluants d'ailleurs, sur la ville de Cannes. Et on fait des tests dans d'autres villes. Et on est très présent aujourd'hui à Paris. Et on va ouvrir bientôt d'autres villes. Très bien. Alors qu'est-ce qui fait qu'un assureur comme la Maïf, qui est plutôt un assureur vénérable, avec des années et des années d'existence, soudain décide le commerce collaboratif, c'est l'avenir, et il faut que j'investisse 2,6 millions d'euros dans Coulicard? Alors déjà, le partenariat Coulicard-Maïf, il remonte à 2010, au moment du lancement de Coulicard. À l'époque, nous, très clairement, on ne cherchait pas un assureur uniquement, on cherchait un partenaire qui nous accompagne sur un marché qui est très nouveau, avec un modèle qui est très innovant également, puisque le principe de l'assurance sur un projet comme Coulicard, c'est que du début de la location à la fin de la location, déclenché par la box, c'est l'assureur de Coulicard, donc la Maïf, qui se substitue à l'assureur du propriétaire. Donc zéro risque pour le propriétaire. Donc on était clairement dans une démarche d'innovation, même au niveau de l'assurance, et on cherchait un assureur qui partage notre vision et qui rentre dans cette démarche d'innovation. Et quand on a frappé à la porte peut-être une vingtaine d'assureurs, et quand on est tombé à la Maïf, on est tombé sur une équipe en charge de la stratégie à la Maïf, qui clairement partageait notre vision et cherchait à se rapprocher d'une start-up avec une vision, avec une technologie, etc. Donc ça a démarré ce partenariat. On est ensuite rentré dans un gros projet collaboratif avec eux qui a impliqué Coulicard, la Maïf, Blablacar pour le covoiturage, Cities qui était un espèce d'autolib dans les villes de province, mais également la communauté urbaine de Bordeaux, la ville de Niort, etc. Et donc ça a renforcé un peu ce partenariat. Et puis l'an dernier, on a engagé des démarches pour une levée de fonds auprès de capital risque, de fonds d'investissement. Et on a évidemment annoncé ça à nos partenaires, dont la Maïf. Et la Maïf a considéré que Coulicard était assez stratégique. En tout cas, l'économie collaborative était stratégique. Et ça s'est conclu par une levée de fonds auprès de la Maïf. Très bien, donc ils ont senti que c'était là que ça va se passer pour l'assurance maintenant. En tout cas, ils ont senti que l'économie collaborative était en passe de remplacer les modèles traditionnels de l'économie. Ils ont cette vision-là. La question, c'est le temps que ça va prendre, mais ils ont la certitude que ça va se passer un jour. Très bien. Alors, une autre entreprise qui est aussi confrontée à un changement de modèle économique, beaucoup plus brutal que les assureurs, c'est la Poste. Hugues Hansen, vous êtes en charge de Starting Post. C'est, alors, je sais pas, accélérateur de start-up ou... Alors, oui, c'est ça. Je dirige Starting Post, qui est donc l'accélérateur industriel de start-up de la Poste. Le pourquoi la Poste a lancé un tel dispositif, c'est simple, c'est qu'effectivement, comme toutes les entreprises, on est confronté à la révolution numérique. Ah ben vous, beaucoup plus que les autres. Hein, parce que le courrier décroît de 5% tous les ans. Exactement. Donc c'est un peu une question de survie maintenant. Ça fait des pertes de chiffre d'affaires extrêmement importantes. Donc il est très important pour la Poste d'innover vite et bien. Donc il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place pour justement permettre de doper l'innovation au sein de la Poste, et Starting Post est un des dispositifs mis en place.
L'idée, c'est de réussir à bâtir des vrais partenariats business entre la start-up et puis le groupe La Poste pour innover ensemble et développer le chiffre d'affaires de manière commune. Je crois que vous êtes en contact avec Coulicar. Tout à fait. Donc nous, notre objectif, enfin le programme commence, se structure en 2 phases. Une phase de POC ou d'expérimentation. L'objectif, c'est d'accompagner 24 startups par an dans cette phase de POC ou d'accélération. Et ensuite, une phase d'accélération où La Poste va mettre à disposition, d'une part, un partenariat business entre la startup et le groupe. D'autre part, un programme d'accompagnement méthodologique où on va mettre à disposition de la start-up l'ensemble des experts et des compétences du groupe La Poste. Et enfin, on pourra investir dans le capital des start-up et participer à leur tour de table. Et effectivement, Coulicar fait partie des 5 entreprises qu'on a eu l'occasion d'accompagner en phase d'expérimentation en 2014. Alors, vous avez retenu qui aujourd'hui dans ces 5 startups? Alors, c'est quel domaine, sans dire forcément le nom des sociétés, parce qu'il y en a 5, mais quelles activités? Alors, les activités sont très variées, puisque le groupe La Poste, c'est un très grand groupe, donc on a beaucoup d'activités. Globalement, on cherche des structures dans 3 grands domaines. Premier domaine, c'est tout ce qui est B2B numérique au sens large. Deuxième domaine, c'est tout ce qui est services de proximité. Et troisième domaine, c'est tout ce qui est confiance numérique. Et donc, dans les entreprises qu'on a accompagnées en 2014, on a une entreprise qui travaille dans le big data, avec une vocation de marketing relationnel. Donc ça rentre dans le secteur B2B numérique. On a une entreprise qui travaille dans le VRM, donc qui permet de déposer, de gérer ses profils en ligne. Donc ça rentre dans tout ce qui est confiance numérique. On a une entreprise qui fait dans la silver economy, donc dans les services de proximité. On a Coulicar qui rentre aussi dans tout ce qui est services de proximité. Et enfin, la dernière start-up qu'on accompagne travaille dans les réseaux sociaux d'entreprise. Donc ça, c'est assez original et ça rentre aussi dans tout ce qui est B2B numérique. Alors ça, c'est des évolutions. Alors, est-ce que c'est des évolutions de rupture par rapport à ce que fait La Poste, ou est-ce que c'est dans la continuité, dans l'évolution naturelle de ce que fait La Poste aujourd'hui? Alors, pour le moment, c'est, je dirais, entre les deux. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est des évolutions assez importantes en termes d'innovation par rapport au business classique de La Poste. Et en même temps, c'est pas de l'innovation de rupture au sens où on n'est pas en train de tester des produits tels qu'ils vont apparaître en 2020 ou autre. Il est sûr qu'un dispositif d'accélération business a plutôt pour vocation ou sera plus efficace pour accompagner des business units et pour leur permettre d'innover vite et bien dans des domaines d'activité qui sont proches de leur secteur actuel ou qui permettent de capitaliser sur les clients qu'ils ont déjà à l'heure actuelle. S'il faut créer un nouveau business en parallèle aux activités actuelles du groupe La Poste, ce ne sera pas forcément via Starting Post uniquement qu'il pourra être déterminé. Merci bien. Alors donc ça c'est démarche de la Poste. Je vais passer le micro, enfin la parole à Bernard Larivière. Vous avez alors d'une certaine manière aussi fait appel en ouvrant les API de vos applications aux startups, mais vous avez aussi, donc vous êtes le patron de l'incubateur qui se trouve rue de la Boétie, aujourd'hui 80 startups hébergées. Pourquoi avoir créé cet incubateur où en fait il n'y a pas réellement de startups financières? Parce que à La Poste, c'est des nouvelles activités, plutôt c'est des activités qui sont en train de se développer sur de nouveaux segments, mais vous m'avez dit, nous, non, on ne cherche pas des startups financières là-dedans. Les 80 startups, c'est pour autre chose. Notamment, j'ai cru comprendre, pour que vos dirigeants comprennent enfin comment on fait du business quand on est une nouvelle société qui est en train de se créer et qu'on crée de nouveaux modèles économiques. Oui, j'enlèverai juste le « enfin » parce que ce serait offensant pour mes dirigeants qui payent mon salaire. Mais oui, l'idée c'est ça. L'idée c'est de comprendre les transformations qui sont à l'œuvre en ce moment, d'accompagner ces nouvelles formes de création d'entreprise. Ça fait 2 mois que c'est ouvert, simplement. C'est 3 mois maintenant, voilà, on a inauguré mi-octobre. Donc on est ouvert depuis 3 mois. Et c'est un centre, en fait, où on met ensemble des startups, des grands groupes, parce que ce n'est pas que le Crédit Agricole tout seul, c'est un certain nombre de grands groupes. Donc l'initiative vient du Crédit Agricole, mais on est accompagné d'une vingtaine de partenaires. Alors ça va de Microsoft à HP, d'Orange à Sanofi, de Somfy à Bouygues Bâtiment. Enfin, on a vraiment les grands groupes français qui se mobilisent autour des nouveaux modes de création d'entreprise, des nouveaux modes d'innovation, pour à la fois innover ensemble, c'est-à-dire conduire des projets ensemble, des projets d'innovation. Et
on a des startups qui bossent avec des groupes, des startups qui bossent ensemble, des PME aussi, puisque le Crédit Agricole, on ne le sait pas toujours, mais une PME sur 2 en France est cliente du Crédit Agricole, alors elle est cliente des autres banques aussi, hein, pas seulement de nous. Mais donc, on a la capacité à mettre en contact, à mettre en réseau, et on a l'impression que ça peut dynamiser un certain nombre de choses. Et effectivement, nous, derrière, ça nous permet de comprendre ce qui se passe, d'accompagner ce qui se passe. Et si on veut demain avoir la même position qu'on a aujourd'hui, et si on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui, on va passer complètement à côté. Alors qu'est-ce qui change avec les startups? Comment elles font du business par rapport aux entreprises classiques? Ce sont de nouvelles formes de travail. Alors il faut savoir que nous, banquiers, on avait été un petit peu échaudés par la bulle 90 qui a magnifiquement explosé la bulle Internet, en mars 2000. Ouais, mais ça, c'est vachement resté dans les esprits. Or, maintenant, c'est plus comme ça, les startups. Les jeunes entreprises innovantes, on a même changé le vocable pour changer l'état d'esprit. Ce sont des boîtes qui sont des patrons qui sont des gens qui ont très très souvent, très majoritairement, une grosse expérience dans des entreprises, dans l'entrepreneuriat, accompagnés, qui sont très solides. Et ça, il faut, nous, qu'on le comprenne si on veut bien accompagner ça. Donc cette transformation-là, elle est importante. Christophe Vattier et Stéphane Savouret sont des exemples. Vous êtes déjà, vous avez déjà un sacré CV. Tout à l'heure, et on s'en rend compte. Effectivement, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle, donc je ne sors pas d'école. Mais c'est très bien aussi de créer sa boîte en sortant d'école. Mais c'est vrai que quand je fais des pitchs en 10 minutes pour présenter la boîte, et j'en ai fait un certain nombre ces derniers mois, je ne raconte pas mon parcours, mais je leur dis ça fait 20 ans que je bosse et ça m'a juste préparé à faire cette boîte. C'est exactement dans la lignée de ce que vous dites. Et votre sentiment, vous, Stéphane? Et moi c'est pareil, j'ai le même genre de parcours. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je travaillais dans le groupe Alstom, j'étais vice-président chez Alstom, au moment où j'ai décidé de changer de carrière et de me mettre dans mon sous-sol pour démarrer Coulicard et déposer un brevet avant de faire des levées de fonds, etc. C'est pas Mark Zuckerberg. Et cela dit, non, mais je pense qu'on peut aussi entreprendre en sortant d'école, effectivement, mais c'est pas tout à fait la même démarche. Ouais. Céline, les start-upers que vous rencontrez, quel profil ont-ils? Est-ce que c'est, comme dit Bernard Larivière, des profils expérimentés? Vous m'avez dit quadragénaires, même la plupart du temps aujourd'hui, âge moyen 40 ans. On a de tout. On a de tout. Moi, j'étais très jeune, il y a même des jeunes de 25 ans. Même plus jeune, je crois que Colly Webb, il doit avoir 23 ans, quelque chose comme ça. Ça ne les empêche pas d'avancer, ils sont très très motivés, ils ont bien étudié leur projet. Maintenant, il y a beaucoup de différences entre un start-upper de 40 ans et un start-upper de 23 ans. Il y a la maturité professionnelle, on ne l'enlèvera pas. En revanche, ce qu'on note, c'est que les patrons de start-up qui sont très jeunes sont généralement très bien accompagnés par des business angels, ils sont très bien conseillés, ils ne sont pas tout seuls. Voilà, c'est ce que moi je note parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées. Sarnik Post, quel profil vous voyez chez les sociétés que vous avez retenues? Alors plus globalement sur l'ensemble du deal flow, effectivement on a été plutôt étonnés. On croyait qu'on allait recevoir beaucoup de candidatures de très jeunes start-upers. Et on s'aperçoit que les étudiants qui sortent d'école ou équivalent constituent de l'ordre d'un tiers de l'ensemble des candidats qui postulent, alors qu'on avait pensé que ça allait en représenter peut-être plus de la moitié. Donc effectivement, on a un gros tiers d'étudiants qui sortent d'école et après des professionnels qui ont effectivement 10, 15, 20 ans d'expérience, voire encore plus. Alors, pour continuer avec La Poste n'est pas connue pour être un grand lieu de rupture, d'innovation. Comment ça change la culture de La Poste de travailler soudain avec ces startups là? Est-ce que ça change la culture de la Poste d'ailleurs?
Alors bien sûr, ça contribue en tout cas à changer la culture de la Poste. Alors en même temps, la Poste innove quand même en permanence. On a nos activités historiques, banque et puis courrier, mais on a aussi plein de filiales à l'intérieur du groupe La Poste qui nous permettent d'être déjà présents dans tout ce qui est univers du numérique. On a une filiale Géopost qui est présente à l'international et qui fait un chiffre d'affaires assez significatif à l'international. Donc la Poste, c'est pas que le service public et puis les bureaux de poste. Et puis je rappelle que dans les bureaux de poste, on a été les premiers à expérimenter l'imprimante 3D. Donc la Poste a quand même des leviers forts du côté d'innovation. Le fait de travailler avec des startups, qu'est-ce que ça permet de voir du côté de la Poste? À mon avis, les points clés, c'est d'une part l'innovation. Hein. Toutes les startups que nous, on va sélectionner, on va retenir, c'est des startups qui, d'une manière ou d'une autre, sont porteurs d'un projet qui peuvent contribuer à développer de l'innovation au sein du groupe La Poste. Plus précisément en termes de culture, c'est donc une culture de prise de risque. Hein. Au sein de grands groupes, on peut être assez réticent à prendre des risques. Le fait de travailler avec des cultures, avec des startups, c'est aussi un moyen de matérialiser le fait que pour avancer, il faut prendre des risques, il faut expérimenter. Éventuellement, ça ne marche pas à 100%, mais c'est pas grave. Hein, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu, on va faire un petit peu d'investissement, on va tester, et puis on va regarder si ça marche ou si ça marche pas. Si ça marche pas, c'est pas un échec, c'est une porte qu'on aura ouverte et qu'on aura refermée, mais ça permettra d'avancer dans la bonne direction. Et dernier point, c'est tout ce qui est rapidité. Hein. On s'aperçoit que dans les grands groupes, on a souvent du mal à aller vite. Quand on travaille avec des startups, il est extrêmement important d'aller vite parce que la startup a par construction une durée de vie relativement courte. Elle doit être extrêmement focus, elle doit être très rapide et donc il faut absolument que les grands groupes et les managers des grands groupes puissent se mettre à la même rapidité d'exécution que la startup. Donc c'est tout ça que travailler avec des startups permet de faire ressentir à l'intérieur du grand groupe et de ses managers. Bon. On verra si ça joue sur la durée, parce que vous aussi, ça fait que 2 mois que c'est ouvert. Alors nous, on est ouvert depuis fin mai 2014, donc là, on a 8 mois d'expérience. Très bien. Christophe Vattier, selon vous, quelle est la meilleure formule pour faire? Parce qu'on a l'accélérateur de La Poste, on a l'incubateur de Crédit Agricole, on a la démarche de Céline qui, au quotidien, rencontre toutes les startups et les fait travailler pour Guide Graine. Coulicard qui a un investissement de la Maïf, 2,6 millions d'euros, massif, actionnaire principal, ça doit peser lourd. À votre avis, quel est le meilleur moyen pour continuer à innover quand on est une start-up et quelle formule faut-il choisir? Plutôt, parce que vous êtes à la recherche de fonds, vous dites. Alors, est-ce que si un gros investisseur arrive et met 2 millions d'euros sur la table? On va discuter. Il faut toujours discuter. Maintenant, je suis mal placé parce que je suis ni dans un incubateur, ni aidé par un grand groupe. Aujourd'hui, on a tout fait tout seul. Maintenant, on parle avec beaucoup de grands groupes parce que voilà, ce qu'on fait peut s'adresser à énormément de marques pour des raisons très variées. Et ce que je constate, c'est qu'il y a une énorme différence entre le discours et la réalité. Vous donner un exemple. Il y a quelques mois, on a rencontré une très grande banque qui n'est pas le Crédit Agricole. Il y a très peu d'autres très grandes banques, mais il y en a d'autres. On a rencontré une très grande banque par le hasard de la vie, tout de suite par quelqu'un du COMEX du groupe. Donc ça accélère un petit peu 2-3 trucs. Un peu, oui. Et donc très très vite, j'ai eu une réunion avec 10 personnes dans la banque. On a présenté le projet, ce qu'on faisait, des gens qui venaient d'univers très différents, que ce soit le réseau, que ce soit plein d'autres sujets. Et là, alors j'espère que c'était pas fin, mais grand enthousiasme en disant non mais il faut qu'on se revoie, il faut qu'on fasse plein de choses. Et donc 6 réunions sont à l'issue de ce symposium, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y a 6 réunions à monter. Je les attends encore. À l'inverse, là je prends un grand assureur, donc on est dans le même domaine. En une semaine, on a quasiment lancé une expérimentation sur 10 agences. Donc, je dirais, les grands groupes, c'est très varié. Je pense qu'il y a mon constat et le peu de ce que j'ai pu voir, c'est que plus le groupe est grand, plus c'est compliqué pour lui, parce qu'il a une culture très très forte. Et on a parlé du temps des startups, des entreprises innovantes. Ce sont des temps très courts. On a besoin que ça soit réactif.
Et quand un grand groupe est rarement dans ces temps-là, parce qu'il peut avoir une division digitale ou stratégique qui est dans ce temps-là, mais dès qu'on veut avoir des décisions qui sont un peu impactantes, on remonte dans le reste de la structure qui est en général à une autre vitesse. Donc aujourd'hui, dès qu'on veut faire des choses très en profondeur, c'est très compliqué. Parce que la grande entreprise n'est pas dans ces rythmes-là. Et j'en ai pas encore rencontré qui soit aussi rapide que ça. Maintenant, je pense qu'effectivement, tout le monde sent, comprend dans les grandes boîtes que... et je trouve que la démarche que je ne connaissais pas du Crédit Agricole est vraiment dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire, le monde change. Et aujourd'hui, les grands groupes, s'ils veulent être en prise avec ce qui se passe, doivent être en contact de tous les gens qui sont en train de le faire. Donc c'est une excellente manière de prendre de l'information, de comprendre ce qui se passe et ensuite de pouvoir le digérer et l'intégrer. Je pense vraiment que c'est une démarche dans laquelle beaucoup de groupes devraient... Et la démarche de la Poste, alors, parce que là vous... on n'a pas eu l'inconscient de... J'ai une amie qui est dans le digital à la Poste, donc ce que j'ai pu constater de ma fenêtre, c'est que c'est très long. Mais je pense qu'il y a de nouvelles initiatives pour essayer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la Poste est pas l'entreprise réputée la plus rapide, en tout cas pour les startups. Et je pense que c'est parfois compliqué parce qu'il y a beaucoup d'entités qui s'en occupent. Donc quand il y a beaucoup d'entités qui s'en occupent, ça génère beaucoup de guerres internes, ou en tout cas de discussions internes, qui rendent les décisions lentes. Et le problème, c'est le temps. À un moment, voilà, il faut que ça avance. Et ça, avec les grands groupes, c'est parfois très compliqué. Voilà. Alors, je pense que de nouvelles formules se cherchent. Alors, en termes de commentaires sur le process de décision des grands groupes et de Starting Post en particulier, nous, on est une toute petite structure à l'intérieur du groupe La Poste, c'est-à-dire qu'on n'est que 3 personnes. Budget de 12 millions d'euros quand même sur 3 ans. Et nous gérons 12 millions d'euros sur 3 ans, donc effectivement, on a été bien financé par le groupe. Et donc, on peut prendre les décisions. Par contre, dans la prise de décision, on peut décider nous-mêmes assez rapidement puisqu'on a une filiale. Par contre, dans la prise de décision, quand on décide de monter un partenariat business ou une expérimentation avec une start-up, on ne décide pas tout seul et on a décidé de mettre dans le process de sélection un représentant d'une business unit opérationnelle. L'inconvénient de ce process-là, c'est qu'effectivement, le patron, le manager d'une filiale, d'un département marketing, d'un département innovation, il peut avoir d'autres dossiers à gérer en parallèle et peut-être qu'il va prendre du temps à répondre, à étudier la start-up et autres. L'avantage de ça, c'est qu'une fois qu'il a dit oui, il a dit oui. Hein. C'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment d'être très proche du business. On ne va pas mettre en place une expérimentation avec une start-up, nous, uniquement sur nos fonds propres, avec après la difficulté de trouver un relais à l'intérieur du groupe pour déployer le partenariat business. Donc on a fait le choix inverse. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps dans le process de sélection pour effectivement garantir le matching entre le produit de la start-up et la stratégie business d'une des structures opérationnelles du groupe, La Poste. Par contre, une fois que ce matching est fait, là on est sûr qu'on pourra faire une expérimentation qui aura de la valeur pour les deux parties. Et si l'expérimentation est positive, qu'on pourra partir sur un partenariat business qui a vocation à s'inscrire dans le temps. Plus la phase de financement et d'accompagnement méthodologique, bien sûr. Et pour les innovations donc, qui ne sont pas portées et que vous trouvez dans votre structure intéressantes, mais qui ne peuvent pas être portées par des business units. Alors, là, pour le coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, nous, notre objectif, c'est d'être très proche des business units opérationnels. Si on tombe vraiment amoureux d'une innovation et qui... Les bubbles, là, par exemple, elles sont très bien. Peut-être, oui. Il faut qu'on regarde avec la banque, par exemple. Sinon, on trouve une innovation qui est vraiment très disruptive, mais qui est... peut-être couvert par aucun champ d'activité des business units du groupe, donc il peut être à l'intersection, à la frontière des business units du groupe, ou qui est tellement loin, tellement disruptif que aucun patron opérationnel va se sentir apte à prendre en compte cette innovation. Par exemple, tellement disruptif, vous pensez à quoi ? On peut avoir, par exemple, le Bitcoin. Enfin, au sein de La Poste, on a une banque, Crédit Agricole, il y a une banque aussi. Quelque part, un nouveau moyen de paiement qui arrive, une monnaie transnationale, c'est disruptive. Comment on prend ça en compte ? On peut avoir aussi... Ça a été refusé chez vous ? Pour le moment, on n'a pas encore fait d'expérimentation sur ce secteur-là. Bernard Larivière, Bitcoin, un avis ? Un avis, c'est qu'il faut regarder, expérimenter ces points-là. Effectivement, dans nos organisations, ça demande un tout petit peu de prudence parce qu'il y a quand même une chose d'abord qu'attend le client
nous, de la Poste et du Crédit Agricole, c'est qu'on soit le tiers de confiance, c'est-à-dire que ce qui passe par nous soit extrêmement sécurisé. Donc sur les nouvelles monnaies notamment... Il ne faut pas décevoir le client. Absolument, Céline, il faut expérimenter, il ne faut pas refuser, il ne faut pas tourner le dos. Pas dépenser trop d'argent et pas décevoir le client. Dépenser de l'argent, c'est c'est pas un souci. C'est pas ça le souci, c'est qu'on ne peut pas décevoir le client. Et donc il nous faut expérimenter, mais expérimenter avec le sérieux nécessaire. Et sur les nouvelles monnaies, là-dessus, enfin je le dis, on est assez prudent et je revendique ça. Très bien. Alors quand moi je voudrais vous taquiner un petit peu parce qu'effectivement vous êtes incubateur, mais alors moi j'avais pas compris ça du tout, vous voulez louer vos mètres carrés à rue de la Boétie, puis plutôt un bon tarif, 500 € carrément du mètre carré. Ah oui, on est dans les prix des pépinières parisiennes, et pas les plus chers, pas les moins chers. On est dans le prix normal, on y tient parce que l'initiative qu'on conduit Crédit Agricole avec nos partenaires, c'est une initiative qui est destinée à accompagner, accélérer les jeunes entreprises. Et pour ça, il faut le faire dans un cadre qui soit clair. Il faut que les jeunes entreprises aient un business plan sérieux, un avenir travaillé, qu'on soit... on n'est pas dans le monde des bisounours où on ferait semblant que tout soit gratuit pendant quelques années et puis après débrouillez-vous. On est vraiment dans un monde d'accélération derrière lequel on a une promesse parce qu'on a avec nos partenaires un réseau territorial bien ancré, national, international, avec une quinzaine de bureaux dans le monde ouverts à cet écosystème. Et que derrière tout cela, oui, ça a une valeur économique forte et il faut que tout cela soit bien. Et vous avez amené les 4 dirigeants du Crédit Agricole qui sont venus visiter cette structure-là. Régulièrement, Alors, on a installé cette structure, certes, au milieu du quartier central des affaires de Paris, mais surtout en face de la Fédération nationale du Crédit Agricole, de l'autre côté de la rue. C'est-à-dire que tous les dirigeants du groupe Crédit Agricole passent là 2 fois par mois. On reçoit à la Fédération 60 000 personnes par an. Et donc, tous ces gens-là irriguent aussi ce lieu, c'est important. Ils vous ont donné un feedback déjà ou pas encore? On est au début, donc au début, il y a toujours un engouement. Il y a toujours une grande un grand plaisir, tout se passe bien. On avait prévu, pour vous donner une idée, on avait prévu d'avoir 3 manifestations par semaine dans ce lieu, conférences, mise en relation, levée de fonds, etc. Et on est entre 3 et 8 par jour à aujourd'hui. Donc voilà, on est dans l'engouement, mais ça fait que 3 mois qu'on est ouvert. Donc tout notre enjeu maintenant, après toutes ces promesses, c'est très bien. Maintenant, il faut qu'on dure dans le temps. C'est ça, notre gros enjeu, il est là. Donc aujourd'hui, oui, nos dirigeants sont contents, etc. On en reparle dans un an. Et j'espère, je souhaite qu'on aura vraiment tenu la promesse dans le temps. C'est là mon vrai enjeu, oui. Très bien. Ça va être le mot de la fin de cette table ronde, déjà fini. Merci beaucoup. Merci à tous, à toutes. Et on peut les applaudir. Merci bien.